Corps à corps à corps. Alors, vous vous rappelez que l'on nous disait que les caméras de surveillance algorithmiques qui avaient été mises en place pendant les JO 2024, eh bien, on a parlé, elles posaient de graves problèmes de libertés individuelles. Eh bien, on nous disait qu'elles ne seraient pas conservées après les Jeux et qu'elles n'étaient finalement qu'un moyen exceptionnel pour un temps exceptionnel. Finalement, cette exception, cette parenthèse qui n'était censée qu'être une parenthèse ne sera peut-être pas que parenthèse. Je vous propose d'écouter à ce sujet Laurent Nunez, le 25 septembre dernier, préfet de police, auditionné par la commission des lois, qui se dit favorable, tiens donc, au maintien de ces caméras et il a expliqué pourquoi devant les députés. On écoute. Nous sommes montés progressivement en puissance sur ce dispositif qui, je le pense, a démontré son utilité. À la préfecture de police, on gère des dizaines de milliers de caméras. Enfin, on a accès à des dizaines de milliers de caméras qui ne permettent qu'uniquement de faire de la surveillance de voie publique. Uniquement, en temps courant. C'est quand même très utile quand on a des violences et qu'il faut faire des enquêtes judiciaires ensuite. C'est beaucoup plus facile pour confondre des auteurs, parfois même pour les retrouver quand ils sont recherchés. Voilà. Non mais je le dis pour ceux qui contestent encore les bienfaits de la vidéoprotection. Si, les chiffres disent ça. 30% des interpellations que nous réalisons dans les transports en commun, 30% sont réalisées grâce à la vidéoprotection. Combien d'enquêtes nous avons résolues grâce à la vidéoprotection ? Combien d'auteurs nous avons confondus grâce à la vidéoprotection ? Quel que soit le chiffre, quand vous arrivez à confondre l'auteur d'un crime grâce à la vidéoprotection, quel que soit le chiffre, c'est important. Voilà, pardon de cette position personnelle, mais je l'exprime aussi fermement. Voilà, donc on a bien compris les chiffres, 30%. Il rappelle également, on l'entend, la vidéosurveillance est un bon moyen de préserver la sécurité des Français. Alors c'est intéressant et puis c'est d'autant plus intéressant qu'on sait également que la surveillance numérique en France augmente. En 10 ans, l'État français a multiplié par 8 son nombre de demandes d'accès aux informations personnelles des comptes de grandes entreprises du numérique, notamment Meta et Apple. Avec 616 comptes sollicités pour 100 000 habitants, la France est donc le troisième pays européen le plus scrutateur de ses citoyens. Alors on va parler évidemment de cette surveillance mise en place par l'État, surveillance des données personnelles également privées. Et pour tout cela, je suis très heureuse de recevoir nos deux invités, Diego Hidalgo, Fabrice Epelboin. Bonjour Diego Hidalgo. Bonjour, Et très heureux de parler. merci beaucoup d'être avec nous, diplômé de Sciences Po Paris en relations internationales, titulaire d'un master en sociologie de l'université de Cambridge, fondateur de plusieurs entreprises dans le monde du numérique et on vous avait reçu pour votre livre Reprendre le contrôle, 50 pistes pour repenser notre avenir numérique aux éditions FIP. Fabrice Epelboin, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous également, entrepreneur, enseignant à Sciences Po et spécialiste des réseaux sociaux, journaliste également pour le média Reflet. Alors, peut-être, je vais commencer par vous, Fabrice Epelboin, sur d'abord une réaction directe à ce que dit Laurent Nunez. Il fait de la communication. La réalité, c'est qu'il y a eu une investigation faite par Disclose quelques mois avant le début de la soi-disant expérimentation qui montrait que tout ça avait été mis en place depuis 2015 et que c'était déjà déployé dans plus de 200 communes françaises, et pas des moindres, Marseille par exemple. Là-dessus, il s'agit de maquiller le cochon, pour ainsi dire. C'est-à-dire de sauter sur l'occasion des Jeux Olympiques pour décréter une expérimentation qui, en pratique, avait lieu depuis déjà, ma foi, 8 ans, Oui. excusez du peu. De façon à, et c'était tout à fait anticipable, après 8 ans d'expérimentation, expliquer qu'on allait continuer l'expérimentation. Donc Oui. là-dessus, manque de peau, les journalistes de Disclose mettent les pieds dans le plat, mais étonnamment, ça n'a absolument pas changé le plan de com. Et donc Laurent Nunez déroule un plan de com, donc ment de façon effrontée, en expliquant que l'expérimentation s'est bien passée, qu'elle donne des résultats. Oui. Effectivement, ça donne des résultats, mais ça donne des résultats depuis un bout de temps, pas depuis le début officiel de l'expérimentation. Et que du coup, on va continuer l'expérimentation, et on serait étonné du contraire, ça fait 8 ans qu'elle dure. Oui. On allait arrêter en si bon chemin. Donc on est vraiment dans un hiatus complet entre une vérité qui a été établie par une investigation journalistique. On connaît le logiciel, Disclose a même mis en ligne le mode d'emploi du logiciel, ce qui est très intéressant pour les gens comme moi.
Et puis, une espèce de blabla d'officiel qui continue à s'accrocher sur son mensonge comme une moule à son rocher, avec des gens autour qui soit sont des parfaits ignorants, soit font semblant de jouer la contradiction, histoire de faire semblant de continuer à être dans une démocratie. Je sais pas. C'est un mystère. C'est Mais optimiste. je voudrais Ouais. dire que pour ceux d'entre vous qui se posent des questions sur tout ça, eh ben, vous allez voir Disclose. L'article s'appelle La police nationale utilise illégalement un logiciel israélien de reconnaissance faciale. Vous cherchez ça sur Google et vous avez un très long article qui vous explique en long, en large et en travers comment tout ça s'est installé en France. Je pense que le seul enjeu réel à l'heure actuelle est de savoir si on va rester sur un logiciel israélien ou s'il y a une société française qui va proposer une alternative. Pour avoir regardé à travers sa notice d'emploi le logiciel israélien de près, c'est vachement bien fait. C'est assez impressionnant. Oui, bah C'est ça, pas évident du oui. tout qu'on trouve une alternative de sitôt. D'accord, bah, enfin, donc en tout cas, l'enjeu, on voit, c'est plutôt sur, l'origine du logiciel, plus que, sur le fait que ça s'arrête ou pas. L'origine, l'origine, on a plein de logiciels de surveillance qui sont étrangers. Nous-mêmes, on est des champions du monde de la surveillance. On est vraiment des très grands acteurs de la surveillance. On exporte un peu partout sur la planète. Le fait qu'ils soient israéliens n'a rien d'étonnant. Le fait qu'on n'ait pas trouvé d'alternative française, bon, c'est pas le seul logiciel dans lequel on se repose sur des technologies étrangères. Après, Laurent Nunez est là pour faire de la com. La réalité, c'est que ça a été décidé par Bernard Cazeneuve, entériné par la suite par les différents gouvernements Macron, et que c'est pas prêt de s'arrêter. Oui. C'est installé, ça ne partira pas. Oui, ça c'est ce que, ça c'est un peu votre mantra. On va y revenir évidemment, c'est le fond du sujet. Pour revenir sur Laurent Nunez qui fait de la com et le fait que bon, tout ça était déjà bien installé depuis longtemps, c'est quand même intéressant de le rappeler. Vous nous dites, finalement les JO ne sont qu'un prétexte, un prétexte pour mettre en lumière quelque chose qui était déjà là et pour le justifier après coup. C'est ça en fait? C'est ça. Le gros avantage des JO par rapport à un événement dramatique qui sert à sortir une loi de son chapeau pour la faire passer en force, c'est que les JO, c'est hautement prévisible. Oui. Donc, il y a très clairement eu depuis des années l'idée que les Jeux Olympiques seraient l'occasion d'investissements colossaux et que forcément il y aurait des problèmes de sécurité et que du coup on pourrait sortir cette solution miracle en disant bon, on va l'expérimenter, puis si ça se passe bien, éventuellement, on pourra peut-être continuer l'expérimentation, le tout en utilisant au quotidien dans j'insiste, 200 villes de France. Hein. C'est un secret de polichinelle. Vous avez des forces de l'ordre qui, partout sur le territoire français, utilisent au quotidien ce genre de technologie. Et ils ont raté leur coup à cause de 3 journalistes qui ont fait une investigation et quelques mois avant le début de l'expérimentation, révélé qu'en fait, c'était en place depuis 8 ans. Oui. On peut vraiment aller osant le monde, on est dans du foutage de gueule. Mmh. Alors, en plus, après Laurent Nunez, quand on lui demande: «Mais, finalement, est-ce que ce dispositif de vidéosurveillance, finalement a permis, une interpellation pendant les Jeux?» Il répond: «Je n'ai pas connaissance que nous en ayons fait», donc d'interpellation. «Ce n'était pas le but d'ailleurs. Le but était de détecter un flux ou un mouvement anormal et en ce sens, c'est un outil d'aide très utile. Je ne demande pas plus». Voilà, donc là, on est vraiment dans le foutage de gueule jusqu'au bout. De toute façon, on voit bien que c'est pas forcément, l'objectif, visé. Alors, Diego Hidalgo, peut-être également, si vous souhaitez réagir d'abord à la communication, on va dire, de Laurent Nunez, avant d'aller sur le fond, et c'est-à-dire le fait que toutes ces surveillances soient déjà en place et que finalement, il y a peut-être, les solutions ne sont pas forcément là où on les pense. On vous écoute d'abord sur Laurent Nunez. Moi, sur la communication, je ne sais pas si j'ai grand-chose à ajouter. C'est juste que ça fait partie d'une spirale, d'un schéma assez habituel. On utilise des moments exceptionnels pour faire accepter quelque chose avec tout un tas de soi-disant garanties. Moi, un des aspects sur lesquels Fabrice pourra peut-être nous éclairer d'ailleurs, mais il faisait mention de la reconnaissance faciale. Il faut rappeler aussi qu'officiellement, c'est un système qui ne met pas en place, qui n'intègre pas de système de reconnaissance faciale. C'est ce qu'il répète tout le temps. C'est ce que la communication aussi gouvernementale répète tout le temps. Et je pense que le public ne se rend pas forcément compte de ce que ça implique vraiment conceptuellement le passage à la reconnaissance faciale généralisée. Et je pense que dans cette spirale où on fait accepter au départ à l'aide ou en s'appuyant sur des événements exceptionnels comme les JO, dans cette spirale, je disais, je pense que le prochain pas, ce sera de nous faire accepter cette reconnaissance faciale généralisée qui peut être
existe déjà, qui est peut-être déjà intégré à ces systèmes, puisque ces logiciels qui sont utilisés, justement, le permettent. Et souvent, ce que la technologie permet, in fine, eh bien, on l'utilise, même si on ne le reconnaît pas forcément au départ. Et je pense que si on prend un peu de recul, vous savez, je pense que l'opinion publique rejette fortement, ressent un profond rejet quand on parle de cette société, quand on décrit cette société chinoise d'hyper-contrôle qui s'est mise en place Oui. au cours des 15-20 dernières années. Et souvent, on observe ça avec une certaine distance. Je pense que la question qu'on doit se poser, c'est si vraiment on souhaite en fait aller vers ce type de société où on sait que justement actuellement en Chine, c'est vraiment une société où cet hyper-contrôle s'intensifie année après année. Et on est vraiment mis sur des rails desquels il est de plus en plus difficile de sortir. Je pense que les auditeurs ont entendu parler du système de crédit social. Tout ça, ce sont des concepts qui nous semblent fortement étrangers à notre tradition politique. Et bien sûr que, pour reprendre les mots de Laurent Nunez, bien sûr que c'est pratique, bien sûr que ça pourrait, dans certains cas, être intéressant. Je rappelle aussi donc ce système est censé se limiter à détecter les mouvements de foule, les objets abandonnés, et justement ne pas s'intéresser à un individu, donc au visage d'un individu en tant que tel qui pourrait être immédiatement identifié. On peut forcément en douter. Et peut-être juste une autre réflexion. Je pense que la sécurité est un des leviers qui est utilisé justement Oui. pour nous faire accepter Oui, bien sûr. bien sûr cette surveillance numérique de plus en plus intense. C'est pas le seul. Je pense qu'on peut aussi penser à la santé, on peut penser à cette promesse de facilité, de commodité que cette surveillance peut parfois nous apporter. On peut penser également, pour finir, à cette faculté que la surveillance nous donne aussi à titre personnel pour contrôler les autres, une aspiration humaine assez généralisée. Et pourtant, tous ces leviers, en fait, sont actionnés pour nous faire accepter quelque chose qui, il y a, je pense, quelques années, nous aurait paru inacceptable. Et la question qu'on doit se poser maintenant dans l'opinion publique et en tant que citoyen, c'est de savoir si véritablement on veut aller vers ce type de société où tous ces éléments, tous ces outils peuvent bien sûr être pratiques pour les forces de l'ordre. Mais est-ce que vraiment le prix qu'on serait prêt à payer en vaudrait la chandelle? C'est la question que je pose ce matin. Alors, je vais me tourner vers Fabrice Epelmoin, mais je crois que je connais la réponse de Fabrice Epelmoin à la question. Vous allez nous dire, Fabrice Epelmoin, si vous êtes d'accord. Est-ce qu'on veut vraiment aller vers ce type de société? Vous allez nous dire, on y est déjà, non? Non, 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 on n'y est pas. On est en train d'installer l'infrastructure technique qui nous permet d'aller vers quelque chose qui ne sera pas à la Chine, hein, qui sera différent. On aura notre propre voie. Mais le crédit social, typiquement, à travers les monnaies numériques d'État, on va avoir un système probablement pas de restriction des libertés en fonction des comportements des citoyens tels que l'ont implanté les Chinois. Et encore, les Chinois, c'est plus compliqué, hein. Il y a une multitude de modèles qui sont expérimentés dans différentes provinces et ils sont en train de tester différents modèles, les Chinois. Nous, on va plutôt aller vers un modèle qui va être de rémunérer le citoyen. Quand je dis rémunérer, c'est au sens très large, hein, des subventions, des possibilités de crédit ou les APL, tout un tas de choses comme ça que l'État verse à ses citoyens va être conditionné par des comportements, ce qui est une demande sociale extrêmement forte, hein. Vous avez une écrasante majorité de la population qui conditionne toutes les allocations sociales, typiquement, au bon comportement des citoyens. Donc là-dessus, il n'y a pas débat. On veut aller, en tant que société, on veut aller vers là. Le problème, c'est comment juger du bon comportement des citoyens Et qui pour juge? conditionner l'aide qu'apporte l'État aux citoyens. C'est plutôt vers ce modèle-là qu'on va aller, ce qui n'est pas le modèle chinois. Ça va être différent. Mais pour ce qui est de savoir si on veut aller, on est sorti des rails de la démocratie depuis belle lurette, hein, donc c'est fini. Là, c'est pas nous qui décidons de toute façon. Et on y va parce qu'on est en train d'installer l'architecture technique et depuis longtemps, très longtemps. Il y a un projet long terme, il y a une vision long terme. Moi, je regarde tout ça à travers les technologies. Donc, on regarde ça à travers ce qu'on est en train de mettre en place. Il y a très clairement l'intention qui est là. Et il y a très clairement une construction de très long terme,
Depuis au moins 15 ans, on est en train de construire ça, et on est en train de construire ça, tout gouvernement confondu. Les socialistes, la droite, tout le monde construit exactement la même chose avec une réelle cohérence. Ce système de vidéosurveillance biométrique a été mis en place par Cazeneuve, continué par Macron. C'est du travail de longue haleine et c'est du travail qui se fait dans la continuité. Donc, il n'y a pas d'alternative possible. Tant qu'on sera sur ces rails-là, on ira. Et de toute façon, même si on déraillait vers des rails extrémistes, vu l'extrême qui se profile comme le seul en mesure de gagner le pouvoir par les urnes, je ne vois pas très bien ce que ça changerait sur le fond. Oui. Oui, donc on ne sort pas des rails en fait, on est complètement Non. dedans. Ouais. Alors peut-être juste, il y a beaucoup de choses que vous avez évoquées, donc on va reprendre les points un par un. Mais vous disiez, ce n'est pas le même système de crédit social qu'à la chinoise. On serait conditionné par des comportements positifs ou négatifs, enfin jugés positifs ou négatifs. Quelle est la différence Est-ce que vous pouvez nous expliquer avec les Chinois? Parce qu'il me semblait qu'également là-bas, le crédit social, c'était aussi voilà, bon citoyen, il a bien traversé la route, il peut avoir son crédit, il n'a pas traversé la route, je simplifie. Non, le bon citoyen, le mauvais citoyen qui a mal traversé la route en Chine, il n'a pas le droit d'acheter un billet de train. Oui. On n'est pas du tout en train d'aller dans cette direction-là. On est en train d'aller vers la direction qui, là encore, j'insiste, correspond à une demande écrasante de la population, qui est votre gamin a volé dans un magasin, vous n'avez plus d'allocation familiale. D'accord, oui, par rapport aux allocations en fait. Oui, c'est vraiment. Oui, mais ce modèle d'allocation familiale qui remporte une écrasante majorité de l'approbation d'une écrasante majorité de la population, on peut l'étendre à absolument tout ce que vous donne l'État. Et l'État subventionne énormément et de plus en plus. Il y a encore peu de temps, l'État subventionnait votre essence. L'État subventionne une quantité faramineuse de choses. Et quand vous achetez une voiture électrique, il reprend votre ancienne voiture électrique, vous donne une prime à l'achat de votre voiture. Tout ça, c'est des subventions d'État qui peuvent demain être conditionnées par votre. Ouais. Est-ce que vous conduisez bien? Est-ce que vous avez, est-ce que vous ne dépassez pas la limite de vitesse? Et si c'est le cas, non, vous n'avez pas de prime pour acheter une voiture qui fait du 250 km/h parce que dans l'absolu, c'est pas forcément une super idée de donner une prime pour acheter une Tesla qui fait du 250 km/h à quelqu'un qui a déjà 25 violations de limite de vitesse à son palmarès sur son permis de conduire. Donc, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, on ne va pas vers un modèle chinois. On va vers un modèle qui est en très forte demande de la population. Et qui pourra s'installer à travers une architecture technique qui est installée patiemment, petit à petit, brique après brique, depuis très très longtemps. Et c'est là où il y a vraiment une vision d'ensemble, une vision long terme, et c'est très rare en politique en France. Hein. Des politiques qui ont des visions long terme, ça n'existe quasiment pas. Là, il se trouve qu'on l'a. On a très clairement une volonté de mettre l'ensemble de la population sous surveillance. Ça date de Sarkozy, c'est le fameux Deep Packet Inspection. Ensuite, on a dans le gouvernement suivant, celui de Hollande, la surveillance biométrique et puis tout un tas d'autres choses qui ont mis en place depuis et tout ça est en parfaite cohérence. Oui. Alors, ce qui est inquiétant également dans ce que vous expliquez, c'est que vous dites on a l'architecture technique, on va revenir dessus, cette cohérence politique finalement pour cette architecture technique et à quelle fin, on va y revenir, c'est quand même le fond du sujet, mais de dire finalement les citoyens ont cette forte demande, en tout cas français, de contraintes comportementales. Et ça, ce qui est inquiétant, c'est qu'on peut comprendre qu'en effet, quand on dit oui, alors c'est un voleur, c'est un criminel, ce que vous voulez, donc on va couper les subventions de sa famille, on peut comprendre que ce soit, dans ce cas-là, pris comme quelque chose d'intéressant et de bien pour notre bien commun, pour notre société, et que derrière, en fait, il peut y avoir des travers que les citoyens n'imaginent pas forcément. Et ça, c'est vraiment le danger aussi de cette présentation, toujours, de cette surveillance pour notre sécurité. On revient à ce que vous disiez, Diego Hidalgo, je vous donne la parole à ce sujet. Donc, moi, je pense quand même que peut-être qu'on ne serait pas dans un système vraiment identique, disons, au crédit social chinois. Il peut y avoir plein de différences, comme vous le rappeliez, Fabrice. Il y a déjà plusieurs systèmes de crédit social selon les régions. Je pense que tout ça est tout à fait expérimental pour le moment. Néanmoins, je pense d'une part que, en effet, cette adhésion de la population à laquelle vous le référez est sans doute assez superficielle dans le sens où la population, les citoyens ne comprennent peut-être pas exactement les termes dans lesquels
s'établirait ce type de système de bonus-malus, en fait. Et notamment, je pense qu'ils ne sont pas conscients des risques d'arbitraire qui sont vraiment Tout à fait. fondamentaux dans ce type de système qui serait susceptible de vraiment trouver des données dans toutes les facettes de nos existences, notamment avec la reconnaissance faciale et d'autres sources de données numériques qui décrivent en gros l'ensemble de nos existences. Et encore une fois, il y a déjà justement des exemples dans d'autres pays comme la Hollande où il y a d'énormes scandales qui ont éclaté par rapport au fait qu'on ait coupé des subventions à des portions de la population sur la base d'erreurs, en fait. Mais ces systèmes sont souvent assez péremptoires. Et on pensait aussi au Royaume-Uni, un scandale qui a éclaté, je crois, il y a quelques mois, qui vraiment a affecté des centaines de milliers de personnes. Et on s'en rend compte 15 ans plus tard, parce que, au fond, toutes ces recommandations algorithmiques, qui en l'occurrence informent le fait qu'on aurait le droit ou pas à telle ou telle subvention, on y croit a priori et on leur attribue une marge d'erreur souvent inférieure à celle qui est celle qu'on devrait leur attribuer. Et donc, de toute façon, il faudrait toujours un contrôle humain in fine pour accorder ou non une subvention, en l'occurrence, si on continue cet exemple-là. Mais je voudrais peut-être rebondir sur une chose, c'est qu'en Vas-y. général, quand on parle de système de bonus-malus en disant, par exemple, que dans certains systèmes, ce sont surtout en fait des malus, c'est-à-dire pour reprendre l'exemple du système chinois, comme vous le disiez, on traverse la rue au mauvais moment Mm, et après, sans le savoir, sa carte de crédit ne fonctionne pas mm. au moment où on fait un billet de train, c'est tout simplement parce qu'on n'a plus ce droit-là. Et souvent, on dit, bon, on pourrait aussi mettre en place des systèmes de bonus plutôt, donc qui récompensent les bons comportements. Alors déjà, comme vous le disiez, il y a le problème de savoir comment est-ce qu'on définit un bon comportement, mais surtout sur quoi je voudrais insister, c'est cette limite tout à fait floue entre le bonus et le malus. Et là, je vais prendre encore une fois un exemple. Je faisais référence à la santé et à d'autres systèmes de surveillance qui échappent un peu peut-être au débat d'aujourd'hui. Mais ce que je veux vraiment, ce sur quoi je veux insister, c'est que cette surveillance, on y participe également tous un peu. C'est pas seulement quelque chose imposé du haut vers le bas. Et j'allais prendre un exemple tout simple qui est celui des montres connectées. Oui, oui. Des montres connectées qui prélèvent, comme on le sait, de plus en plus de données personnelles, des données essentielles, des données biométriques, les constantes vitales, etc., qui en plus sont des données évolutives, qui donc changent de minute en minute et décrivent à la fois notre état émotionnel, qui peuvent décrire nos problèmes de santé, etc. Et les grands opérateurs, Apple et d'autres entreprises qui produisent ou qui opèrent des logiciels qui fonctionnent sur ces montres connectées, nous disent souvent, non mais ça, on va par exemple vous connaître davantage et ça va nous permettre de vous offrir une assurance à Voilà. tarif Oui, oui. réduit. Et c'est toujours ce côté bonus qui est mis en avant, bien sûr, au départ. Mais il est assez facile de penser que progressivement, le bonus peut se transformer en malus. Vous n'avez pas fait de sport dans la dernière semaine, vous avez Tout à fait. mal mangé, etc. Et, et- Euh, et vous à ce avez... sujet, Diego Hidalgo, je crois qu'il y a eu, on l'avait commenté nous il y a 1 ou 2 ans, des montres connectées qui avaient été offertes à des classes et tout. Et c'était une mutuelle justement qui offrait le package, on va dire. Et ça va tout à fait dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire on voit bien évidemment l'intérêt de la mutuelle de dire ah bah c'est très bien, vous faites du sport, parce que justement l'idée était d'encourager les jeunes à faire du sport. C'est très bien, vous faites du sport, vous êtes sportif, vous dormez suffisamment, bon, vous aurez le droit à une bonne mutuelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Évidemment, on revient à ce que vous disiez. Exactement, exactement. Et je pense que bon, c'était juste pour faire presque une métaphore par rapport au sujet qu'on est en train de commenter aujourd'hui, pour dire que souvent, ce qui est mis en avant, c'est ce bonus. Le malus est beaucoup moins, enfin, pas Bien sûr, imaginé en tout cas oui. directement, mais je pense pas que la population comprenne les termes exacts, les conditions générales d'utilisation, disons, ou qui vont subir ce genre de système à long terme dans leur vie. Oui, bah, c'est un véritable problème finalement, ce côté de l'adhésion de la population, pour revenir à ce sujet, qui finalement qui adhère, mais peut-être pas au message entier on va dire de l'architecture technique qui se met en place. Quand on nous dit, encore une fois, parce que c'est un sujet qui est d'actualité, on va couper les logements sociaux aux mineurs délinquants.
aux parents ou aux familles des mineurs délinquants. Dit comme ça, on se dit, bah, s'il est délinquant, s'il a récidivé, oui, pourquoi pas. Le problème, c'est que derrière, c'est ce que vous disiez, là, ça peut être justifié d'un côté, puis de l'autre côté, il peut y avoir tout ce qui se cache derrière sur la surveillance de tous les citoyens et qui décide de ce qui est bien et ce qui est mal. C'est le vrai problème, Fabrice Epelboin, que vous commenciez à expliquer derrière cette adhésion de la population. J'imagine que vous êtes d'accord avec Diego Hidalgo sur ce côté, finalement, qui n'est pas que vertical, mais également horizontal, dans le sens où tout le monde participe sans se rendre compte de ce à quoi il participe. Complètement, vraiment là où on va comme où ça va, parce que tant qu'il s'agit de couper des HLM de dealers de drogue, personne ne va pleurer. Oui. Par contre, le jour où on va avoir des listes d'attente pour rentrer dans des services de chimio et que le classement dans la liste d'attente va être déterminé par est-ce que vous fumez, est-ce que vous mangez sainement, tout ça, évidemment, on pourra le savoir. Ça va commencer à être plus compliqué. Et on va y venir, hein, parce que très clairement, on a déjà des problématiques de liste d'attente dans les hôpitaux. On voit bien qu'il n'y en aura pas pour tout le monde dans un avenir assez proche. Et donc, il va falloir organiser des listes. Et les listes vont être organisées, alors soit sur piston, ce qui est déjà plus ou moins le cas, mais à terme, le jour où vraiment il y aura des listes à rallonge et qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, eh ben, il va bien falloir trouver quelque chose qui semblera juste pour ordonner les listes. Et ça sera vraisemblablement des données issues de la surveillance des citoyens. Et après tout, il n'y a aucune raison que quelqu'un qui a fumé comme un pompier passe devant, s'il a un cancer des poumons, quelqu'un qui a été fumeur passif. Tout ça, on pourra le déterminer grâce à la surveillance et du coup, on pourra sauver avant, en priorité, le fumeur passif. C'est ce genre de choses qui arrivent à l'horizon. C'est absolument inéluctable. Maintenant, le problème, c'est que l'architecture, elle est en place. Oui. Elle est vraiment en place et que de toute façon, les difficultés croissantes et l'extrême difficulté à vivre dans une société qui va être de plus en plus dure fera que, de la même façon que expulser de leur HLM les familles de dealers de drogue, c'est loin de faire. De mémoire, ça fait, je crois qu'il y a près de 80% de la population qui est d'accord avec ça. Il y a 20 ans, on était très, très, très loin de ce chiffre, extrêmement loin de ce chiffre. Et tout à fait que dans 20 ans, quand il y aura grosso modo de la place pour une personne sur deux dans l'hôpital public, on arrivera à des chiffres qui feront que la population sera d'accord pour donner la priorité aux fumeurs passifs par rapport aux fumeurs actifs dans un traitement des cancers des poumons. Parce qu'après tout, s'il faut absolument faire un ordre de priorité, ça paraît logique si ce n'est juste. On l'a vu pour la vaccination Covid aussi, d'ailleurs. Hein. On l'a vu pour la vaccination Covid, on l'a vu pour une myriade de choses. Donc j'ai peur de toute façon qu'on soit dans le syndrome de la grenouille, hein, dans la casserole d'eau sur le feu. Certains esprits un peu délicats tels que nous trouvent qu'il fait déjà bien trop chaud et on sautait de la casserole, mais la plupart des gens finiront ébouillantés. Et de toute façon, si on saute de la casserole, on ne profitera pas de grand-chose non plus. Donc on est, à mon sens, de toute façon coincé. Moi, ça fait près de 20 ans que j'essaie de sensibiliser sur ces sujets-là. On ne peut pas dire que c'est un succès phénoménal. Hein. Vraiment pas. Oui, parce que là, si on saute dans la casserole, on est au bout dans la poêle. Quoi. Je suis pas sûr que que le programme soit bien meilleur. Et c'est un peu le sujet. Non, avant, alors peut-être Diego Hidalgo sur ce sujet de comment s'en sortir pour ceux qui veulent s'en sortir, mais si jamais c'est encore possible. Et deuxième chose, finalement, on le disait, c'est un programme politique qui est mis en place depuis longtemps, qui est peut-être le seul d'ailleurs programme politique qui soit vraiment mis en place. Mais quels intérêts ça sert politiquement ou peut-être est-ce que derrière le politique, il y a des intérêts privés, des groupes privés tels que les GAFAM, etc. Enfin, c'est une question que je vous pose à tous les deux. Diego Hidalgo, du coup, il y a deux questions en une. Je ne sais pas par laquelle vous souhaitez commencer. Alors, pardon. Entre la poêle et la casserole et ensuite, le programme politique. Oui, alors entre la poêle et la casserole et le caractère inéluctable, c'est peut-être là où je diffère un tout petit peu, dans le sens où je pense qu'en effet, c'est très probable que ce mouvement se poursuive, mais personnellement, je fais le choix de croire que justement, il y a encore une chance justement que nous nous en sortions. Personnellement, je me bats justement pour sensibiliser la population humblement sur ces sujets-là. Et je pense que ce caractère inéluctable, justement, fait partie de cette idéologie qui nous vend comme inévitable, quelque chose qui dépend
théoriquement en tout cas, du choix des citoyens. Ça peut peut-être sembler naïf de formuler ça comme ça, mais je pense qu'on n'a pas d'autre choix moral que de penser dans ce sens-là. Et je voudrais juste souligner deux autres aspects. D'une part, quand je parlais de risque d'arbitraire, c'est que si on reprend l'exemple de Fabrice sur les listes d'attente pour les traitements en chimiothérapie, on peut penser qu'un critère qui serait établi, c'est de savoir si vous fumez ou pas, que votre mode connecté dont les données remontent jusqu'à l'État, jusqu'au ministère de la Santé, détermine de toute façon si vous fumez ou pas. Et il y aurait à ce moment-là, je ne le défends pas, mais au moins un critère humain qui serait clairement établi et qui serait est-ce que vous avez fumé ou non. Mais souvent, ces systèmes de recommandation algorithmiques qui interviennent aussi bien dans ce genre de situation comme dans le fait de vous recommander un film sur Netflix plutôt qu'un autre, n'ont pas de critères qui ont été établis forcément par des humains et qui soient clairement listés, mais souvent, ils naissent d'une nébuleuse justement de données qui, à la fin, ne sont même pas forcément compréhensibles au cerveau humain. C'est des critères non humains qui finissent par guider, à force d'association entre des schémas de personnes qui seraient plus susceptibles, par exemple, d'avoir un cancer de par leur activité physique ou non. Et en fait, on ne comprend rien. Et à la fin, ce sont juste des machines qui mettraient en avant les noms des personnes qui pourraient justement avoir accès à un traitement ou non. Et ensuite, troisième point, le mot qui n'est pas encore, je pense, sorti dans notre conversation, et je pense qu'il est au cœur justement de la réflexion qu'on doit avoir, c'est totalitaire, c'est-à-dire, je pense que le système, justement, alors on peut dire, bon, pour l'instant, la reconnaissance, le système algorithmique comme ça, appliqué à la vidéosurveillance, n'est pas forcément totalitaire en soi, mais en fait, je pense qu'il s'agit de plus en plus de puiser dans toutes les dimensions de nos vies, et notamment de notre vie privée, et de nos mouvements, parce qu'on peut dire, bon, si on est dans l'espace public, c'est pas notre vie privée, mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire dans l'espace public, comme, je sais pas, les traits de notre visage ou autres, ou le fait qu'on marche à telle ou telle allure, qui, certes, sont publics dans le sens où on se trouve sur l'espace public, mais qui, en fait, nous appartiennent et éventuellement aux personnes qui nous entourent sur le moment. On doit veiller à ne pas déranger les autres, mais bon, ça nous appartient. Et il s'agit de puiser dans toutes ces informations, justement, pour mettre le citoyen sur des rails. Et en fait, c'est un projet justement tout à fait totalitaire, puisqu'il vise à absorber nos vies de façon totale et distinguer les bons des mauvais citoyens et rendre la société, on pourrait dire, de plus en plus automatique. Je ne suis pas sûr que ça, par exemple, ça fasse partie d'un projet auquel adhère en fait une majorité de la population. Certainement pas, mais seulement il est possible qu'ils adhèrent sans connaître tous les tenants et les aboutissants, c'est un peu le sujet. Alors, mais vous parlez de système totalitaire, comme ça me permet de rebondir sur ma précédente question. Finalement, qui est à la manœuvre? Est-ce que c'est un État et un gouvernement, ou des gouvernements, on va dire, tous ensemble, en tout cas dans un mouvement parallèle, comme on peut le voir par exemple en Occident, ou est-ce qu'il y a avant tout des intérêts privés qui réussissent à faire plier des États? C'est la question que je souhaitais vous poser à tous les deux. Allez-y. Excusez-moi. Oui. Donc oui, je pense qu'il faudrait raisonner au cas par cas. Peut-être que Fabrice sera plus à même que moi de répondre sur ce cas présent. Je pense qu'il s'agit surtout, si je devais distinguer une dimension, d'un intérêt idéologique qui est en effet poussé par de grands groupes occidentaux, américains en grande partie, également chinois, parce que curieusement, cette technologie, justement, notamment de vidéosurveillance chinoise, les deux premières quand même sociétés de vidéosurveillance algorithmique au monde sont chinoises. Curieusement, il y a même des systèmes de vidéosurveillance algorithmique qui ont été mis en place jusqu'à dans des bases militaires américaines où on intégrait ce type de technologie chinoise. Tout ça a été bien sûr détecté et ensuite interdit il y a quelques années. Mais parfois, ce que je veux dire par là, c'est que ça ne répond pas à un schéma direct d'intérêt commercial tout à fait réfléchi. Je pense que l'intérêt le plus prégnant, c'est vraiment cette idéologie qui nous pousse à croire, et je pense que aussi bien les dirigeants que les citoyens, que nous vivrons mieux, nous vivrons de façon plus sûre dans une société où, au fond, on cède une partie de plus en plus importante de nos vies privées, que ce soit à l'État, que ce soit à des groupes,
On sait, par exemple, dans la Silicon Valley, la valeur qu'ils attribuent, que beaucoup de sociétés, je ne veux pas généraliser ou être universel dans mon propos, mais qu'ils attribuent à la liberté humaine. Et je pense qu'il s'agit de mettre le curseur vers de plus en plus de sécurité et de plus en plus de commodité, on pourrait dire, au détriment de cette liberté. Et de pousser ça dans tout un tas de domaines, dont celui dont on débat aujourd'hui fait partie, mais j'en ai cité d'autres. Et je pense que ça fait partie justement d'un ensemble qui nous vend un mode de vie auquel on devrait adhérer et qui va dans cette direction-là. Alors après, au cas par cas, bien sûr qu'il y a des situations, clairement il y a des intérêts commerciaux absolument terribles qui pèsent en plus sur les choix politiques. Fabrice Epelboin, on n'a plus votre caméra, mais je crois que vous nous entendez bien. Ah bah ça y est, on vous revoit. Je voulais vous demander pareil, même question concernant ce qui est derrière ce projet. Est-ce qu'on est plus sur un projet étatique ou privé ? Fabrice Epelboin, je ne sais pas si vous nous entendez. C'est la censure généralisée. Ah ça y est, on vous entend. Non. Alors, Fabrice. Vous m'entendez ? Oui, là, ça y est, on vous entend. Allez-y. Je disais, on est sur un projet étatique. Je n'ai pas l'ombre d'un doute là-dessus. Il a commencé sous la forme du projet INDECT. Ça date du début de la fin des années 2000. C'est un recherche interuniversitaire qui rassemblait un peu tout le monde en Europe. On a l'équivalent aux États-Unis. Et à partir de là est née une industrie qui s'est mise au service de ce grand projet qui unissait l'ensemble des démocraties européennes, l'ensemble des démocraties occidentales. Là-dessus, c'est triste, mais c'est la mort annoncée et programmée par les démocraties, des démocraties, à travers la technologie. Je pense qu'à un moment, des gens au sein de ces démocraties se sont dit que la sécurité ne pourrait pas être gérée par des moyens traditionnels. La technologie allait prévoir les mouvements d'opinion et les mouvements sociaux et les mouvements de foule. Et ces technologies qui ont été développées ces 20-30 dernières années de façon à pouvoir l'après-démocratie, et c'est ce qu'on est en train de vivre, l'après-démocratie. Je vous invite à aller voir la page Wikipédia est plutôt bien faite et de mesurer à quel point tout ça vient de très très loin et tout ça est politique. Bon, c'est absolument passionnant. Malheureusement, on vous entend très mal, Fabrice Epelboin. Le flux est très coupé, mais vous avez bien expliqué que donc, la mort de la démocratie était programmée et que c'était une vision politique. Dommage qu'on ne puisse pas entendre mieux, mais on a compris l'idée. Et évidemment, on vous réinvitera tous les deux, Diego Hidalgo, Fabrice Epelboin, à ce sujet. C'est un sujet grave, important, pour lequel on ne sensibilise pas assez. Diego Hidalgo, je rappelle votre livre « Reprendre le contrôle, 50 pistes pour repenser notre avenir numérique », absolument passionnant et très très bien écrit par petites entrées. Très, on va dire, pédagogique aux éditions FIP. Fabrice Epelboin est spécialiste des réseaux sociaux et notamment journaliste pour le média Reflet. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous tous, chers amis. On est également extrêmement nombreux, poussés par des algorithmes que nous ne connaissons pas, mais surtout, justement, vous nous mettez des pouces, des cœurs, des étoiles. Tout dépend de sur quelle plateforme vous nous écoutez. En gros, vous mettez de la lumière et vous nous aidez à être plus visibles, justement, sur ces réseaux sociaux et ces plateformes dont il faut se méfier par ailleurs.